Maintenant, je le vois parce que Bon, vous avez détaillé un peu plus. Si vous voulez, je réexplique. Voilà, alors, on y va. Hein. Alors, bon, ça repris. Je suis ravi, en fait. D'ailleurs, ce qu'on me demande exactement que mes élèves participent, donc on va faire ça. Jules vient de déclarer, on a déjà fait ça. Je suis très content que quelqu'un soit vivant dans le cours. Bon, quelqu'un, que vous soyez vivant. Et pas bon. Et en tout cas, bon, tu répéteras ce que tu as dit, je vois. En effet, il s'agit justement de ça à propos de ma méthode. Je vois bien le rapport entre la substance et moi-même. Donc, on va y venir. Je promets, pour la dernière fois, donc c'est acquis. Donc, c'est acquis définitif, quoi. Mais c'est vraiment important, qu'en tout cas, c'est notre charnière. C'est-à-dire que notre passage à la crise du sujet, donc à se perdre, passe par le fait que l'homme ne peut pas ne pas se sentir substance, mais il n'y arrive pas à l'être. C'est ça notre truc. C'est dire ça, je ne peux pas éviter de me sentir solidement identique à moi-même tout au long de mes transformations, mais du coup je me perds. Donc il n'arrive pas, le sujet, à être une substance. Ça c'est la charnière du coup, l'essence. Alors, la plante, animaux, nous avions dit que nos sciences actuelles donnent une formule de cette substance, c'est laquelle? Jules? C'est l'ADN. Bon, voilà, eh bien écoute, tu vois. J'étais en train d'écrire. Comment? J'étais en train d'écrire. Oui, alors, c'est encore une formule en termes d'atomes, mais c'est une couche supérieure. Et on ne peut pas tout simplement réduire l'ADN à des formules chimiques. C'est la formule du vivant. Ok? Donc c'est une couche supérieure. Et le passage à ce que donc Aristote appelle l'âme rationnelle est vite fait, et nous en venons finalement, c'est-à-dire que voilà, ça c'est notre deuxième couche. Ok? Là c'est la première, donc 1, 2, 3. Et voilà notre schéma. Donc la terre est remplacée par le ventre de la mère, la germination est remplacée par les fœtus, et voilà, la petite plante est remplacée par les bébés dans les berceaux, et l'enfant c'est ça, et puis c'est vous l'adolescent, et puis c'est l'adulte, et puis c'est encore un peu l'adulte, puis c'est le vieillard au bâton, et puis c'est la fin, voilà. Ok? Là c'est laïque, attendez, je fais comme ça on ne peut pas et vous en ajoutez, hein, si vous voulez. Très laïque. Ok? Super laïque. Alors là, je pense d'être la chose la plus laïque qui existe au monde. Pour moi, c'est tellement évident que il y a une universalité, un esprit qui... Bon, en tout cas, alors dans ce cas, on est d'accord, on était bien d'accord que c'est pourquoi nous avons parlé des transmatérialisations, que toute la matière qui me constituait dans le ventre de ma mère, elle n'est plus là, la matière. Donc en termes de H2O, c'est fini, c'est pas la même. Au niveau de l'ADN, puis-je dire que en effet, je suis arrêté, je suis fixé par mon ADN? Eh bien non, par exemple, on peut me cloner. Me cloner signifie que voilà, on me clone. Je ne dirais pas, ah là c'est moi. Non, pas du tout, c'est moi et l'autre c'est mon clone. En l'occurrence, c'est pas drôle d'avoir un clone. Justement, car il se prétendrait, c'est toi, mais il n'est pas toi. Donc on ne peut pas renoncer à cette évidence. Je ne suis moi-même. Donc, finalement, ce que je dis ici, c'est le même être vivant. Ici, je dis le même homme. D'accord? Donc, même homme. La substance de l'homme. Ce n'est pas la matière brute, ce n'est pas l'ADN. Donc, la question est, quelle est, donc moi, lorsque je me regarde, oui,
Mais est-ce que quelqu'un à qui on usurpe son identité, quelque part, on lui fait pas un peu perdre son identité? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un à qui on usurpe son identité, usurper son identité, Ah, usurpe, oui. oui, est-ce que quelque part, on lui fait pas perdre son identité? Il y a des romans, des œuvres littéraires qui parlent de ça, de quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre et lui suce, comment dire ça, c'est vital. C'est possible, mais j'ose, ça me vient à l'esprit des... Mais là, tu me trouves un peu... J'y chercherai mieux dans ma cervelle, justement, une œuvre adaptée à ça. Et tu peux vraiment voler des vies. Donc, fais-moi un exemple. Bah, je sais pas, moi, je sais pas du tout. Fais-moi un exemple d'identité usurpée. Bah, imaginons que je prenne votre carte bancaire et que j'aille à la banque et que je me fasse passer pour vous. Vous allez pas être content. Oui, mais tu m'as usurpé, pas mon identité, tu as usurpé ma carte de crédit. Ou alors, Là, il faut que tu me donnes un exemple. imaginons que je veux que moi je sois pas français et que je veuille des papiers français. Et ben je vole vos papiers, je me fais passer pour vous et je rentre en France. Bof. Moi, je ne trouve pas vraiment que c'était pas... Moi, je dirais une autre chose. Plutôt que... Donc, ça me vient à l'esprit, c'était quelqu'un... Ah, voilà. Alors, attends. C'était un film, dernièrement. Je dois trouver le titre. Bon, j'y pense. Hein. Mais en tout cas, dans ce film, il y a quelqu'un qui est un salaud nazi et qui carrément tue un soldat anglais. Et pour sauver sa peau, il s'efface soi-même après avoir tué l'anglais et prend son identité. Donc, pendant 50 ans, il est carrément une autre personne. Et il suce toute l'essence de cette personne qui est morte, d'ailleurs, il l'a tuée. Dans ce cas, j'appelle usurpation d'identité. D'accord ? Ça, je l'appellerais en effet quelqu'un qui te suce ta moelle, quoi, et devient toi-même. Ça, c'est ce que je l'appelle. L'autre, c'est la carte de crédit, oui, d'accord, c'est embêtant, c'est pas vraiment, je dirais pas que c'est ça. Mais il le tue. Mais il peut y avoir un autre cas de figure encore, comme quoi l'autre reste en vie. Oui. Voilà, là c'est fort un cas pareil. C'est-à-dire que par exemple l'autre n'a pas une manière de dire mais lui c'est moi en réalité. Et donc tout le monde pense que non, il n'est pas lui, car lui c'est l'autre. Et alors la question se pose si c'est quelqu'un à qui on a totalement volé l'identité peut s'en sortir. En effet, il faut y arriver à être quelque chose. Ça, c'est une belle question. En effet, donc il fallait tout simplement me donner un exemple plus fort. Mais la question est forte. Et finalement, ça revient à quoi? Ça revient à dire que notre identité est dans les yeux des autres. Non? Oui, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que tu n'as pas parlé d'ADN, tu n'as pas parlé de ça, tu as parlé d'une société entière qui s'organise pour dire lui c'est toi c'est lui. Est-ce qu'on sait résister à ça? Ça c'est notre question. Est-ce qu'on possède une substance en tant qu'on existe capable de, en effet, solidement rester soi-même? On a commencé nos cours en considérant les deux cas de figure, c'est-à-dire les moi absolus. Vous vous souvenez de ça? Qui se souvient du moi absolu de notre introduction? Le nom, je sais qui je suis, lève la main. Qui s'en souvient de notre introduction? Toi, tu t'en souviens? Oui. Qui d'autre? Ah voilà. Et qu'est-ce que de quoi tu te souviens? La prochaine fois, on mettait au même endroit. Tu t'appelles? Oui. Chloé, qu'est-ce que tu te rappelles?
qu'on est défini par notre nom de famille, par notre prénom et par nos relations. Oui, et un peu plus fortement dit, j'avais distingué deux façons d'avoir une identité. C'était lesquelles? Jules? C'est à travers nous et à travers les autres. À peu près oui. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que j'avais dit, nous avons un savoir absolu de nous-mêmes. Lorsque nous disons, on toque à la porte, c'était mon exemple, non? Lorsque nous disons, qui c'est? Et de l'autre côté, personne ne nous répond, je ne sais pas. On le sait, qui c'est? Moi, c'est moi. Et ça, je l'avais appelé un savoir absolu. Mais qui, toi? Eduardo? Or, tu as dit rien qu'à nous, rien qu'à moi, mais ça, pour nous, signifie un savoir absolu. Je l'avais appelé un savoir absolu. C'est-à-dire un savoir qui n'a que nous-mêmes comme référence, comme enracinement. Moi-même, c'est, et je me prénomme. De l'autre côté, donc c'est pourquoi je t'ai demandé, Chloé, de mieux développer, il y a le réseau des relations. Ok? C'est-à-dire, je suis un élève, je suis un mari, je suis un professeur, etc. Et là, nous risquons de nous perdre. Puisque nous captons des rôles. C'est quoi l'Alzheimer, si on veut? C'est une personne qui perd la mémoire de son identité des relations. Donc, elle se reconnaît plus comme maman, comme grand-mère, comme employée, comme etc., etc. Donc, elle a perdu son choix, son identité, avec sa mémoire. Puisque finalement, c'est quoi l'identité? C'est la mémoire de soi, lorsqu'on se voit. Donc, en fait, je vois une grand-mère et je dis c'est moi. Mais là, ça se perd dans les réseaux de relations. Donc, la question d'Yvon est laquelle? Si en effet, tout le réseau des relations, c'est-à-dire toute la société, est d'accord pour dire que moi, c'est cet autre type-là, l'usurpateur, je ne reste qu'avec deux choses, trois choses. Mon corps, moi et le prénom. Suis-je capable, à ce point-là, de rester, d'être moi-même? D'être moi-même. Ça, c'était la bonne question, non? Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'ONU met comme droit fondamental des enfants, dans le CID, c'est-à-dire dans la Déclaration internationale des droits de l'enfant du 87, le droit à l'identité. Donc c'est un droit de l'homme international que si tu trouves un enfant perdu, il faut qu'il acquiert une grande identité, donc une nation, un enracinement, d'accord, dans un système de relations. Donc voilà, ici nous avons le mot moi, mais la question, oui. Je suis pas sûr, mais est-ce que le moi, ce serait pas aussi le cogito? Tout est là. C'est-à-dire nous y arrivons. C'est-à-dire notre question est que vous êtes bien d'accord qu'une fois qu'on a dit d'accord, je ne suis pas un animal, d'accord, j'ai des fonctions animales, mais comme homme, moi-même, je suis, c'est lui qui dit moi-même, me voilà. Donc moi-même, et c'est quoi à l'occurrence ceci? C'est l'album de photos. Là j'avais 3 ans, tu vois, la maman au gros ventre, c'était tes dents, et tu tournes l'album de photos. Et tu dis, c'est moi-même, 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 moi-même. Ok? Mais nous en sommes venus à dire, est-ce que ce moi-même qui parcourt toute la série, puisque vous êtes d'accord que la personne ayant l'Alzheimer continue de le dire. Qui veut du thé? Qui avait demandé du thé? C'est moi-même qui l'avais demandé, dit la personne qui a tout oublié de soi-même, qui ne reconnaît même pas qu'elle était, je ne sais pas, une professeure, qu'elle avait des enfants, etc.
qui ne se reconnaît plus, qui, face au monde, est tout autre. Mais elle dit moi-même. De même que nous le disons dans le rêve. Dans le rêve, moi-même c'est un chat. Tu sais, j'ai rêvé une chose, j'étais un chat. Alors ce moi-même n'arrive pas à garder solidement quelque chose. Et le but étant que l'une, disons la super classique du point de vue de ce que on verra ce que c'est la métaphysique, a été le cogito. C'est-à-dire a été de se dire d'accord, en effet, c'est la première méditation de Descartes. Peut-être on rêve. Mais alors, mettons que nous rêvons. Descartes dit age ergo somniemus. Dans la première méditation. C'est-à-dire, et voilà, disons, faisons qu'on rêve. Mettons qu'on rêve. Age ergo somniemus. Mettons qu'on rêve. Ça c'est Descartes, écrivez note à côté, Descartes, première méditation. Puisque désormais vous avez comme œuvre suivie la première et la deuxième comme méditation. Donc, Jules, justement, une fois qu'il a pris contact avec ça, le rêve de la vie, quoi, l'Alzheimer, tout ce que nous subissons de transmutation sans contrôle, j'ai dit, bon, alors, faisons l'hypothèse. Faisons l'hypothèse que vraiment, là, c'est foutu. Mettons que je suis dans l'Alzheimer le plus total qui soit. Que je sois, bon, c'est pas le cas dans le cas des symptômes classiques de l'Alzheimer, mais dans l'oubli complet, vraiment. Est-ce que je peux me trouver tout de même? Et sa réponse sera le cogito total. Bien vu. Sera tout d'abord que là, c'est indéniable. Et il mettra, et donc il aboutira à l'âme, au sens de Aristote. L'âme substantielle. Oui, bon. Oh non, c'est bon. Donc alors, une fois dit cela, moi-même, nous avions fait des exemples. Donc, j'y reviens maintenant que, oralement, puisque vous l'avez devant vous, hein, c'est à la page 5. Le phénomène du rêve, vous le voyez, la page 5 devant vous. Qu'est-ce qui est écrit dans la page 5? Et pourtant, qui veut lire? Voix haute qu'on entende. Personne ne veut lire, voix haute qu'on entende. Aurore veut lire. Ah, Élise. Ah, tu t'es sauvée. Oui. Et pourtant, donc là, justement, nous venons juste de dire que pendant toute notre vie, nous ne pouvons pas éviter de dire que nous sommes la même personne. Ne serait-ce que, et ça on l'a vu, vous êtes rentré il y a 1 heure dans cette classe pour vous souvenir, rien que pour vous souvenir que vous êtes rentré, vous êtes obligé de dire je, donc là, avant, je suis rentré. Donc ça fait 1 heure que je suis la même chose. D'accord? Vous ne pouvez pas ne pas vous sentir une substance. Oui. C'est juste pour demander, il a marqué et voilà. Et voilà, mettons qu'on rêve. Mettons, faisons l'hypothèse. Mettons que c'est comme ça. On dit en français ça? Mettons. On dit pas? Ah, c'est l'italien pur et dur. Hein. Je crois que ça se dit. Ça se dit pas? Si, pour moi. Mettons. Oui, on dit non. Mettons que c'est le cas. Ah, admettons. Oui, mais on peut dire. Admettons. Ça c'est age. Age signifie allons-y. Faisons cette hypothèse. Ça signifie donc, par conséquent, ergo, par conséquent, étant donné tout ça,
bon, jetons-nous du pont, quoi, de la tour, direct. Acceptons l'hypothèse. Mettons que c'est Matrix, c'est qu'un rêve. Et voyons si dans ce rêve, nous pouvons trouver quelque chose de solide, que personne ne peut démentir. Que ce n'est pas mon prénom, c'est vraiment quelque chose de solide, total. Oui, Élise. Oui. Et pourtant, qui me dit que ce c'est moi-même, toujours si prêt à se présenter sur ma bouche pour me certifier, et la certifier du monde, Au monde. Mon identité immuable dans le temps indique en effet un même moi. Contre-exemple, le mariage, l'amitié revient à un divorce, une trahison. Tu n'es plus la personne que j'ai connue. Et exemple B, éveil, endormissement, rêve. Et voilà, j'ai rêvé que j'étais un chat. Ok. Donc notre exemple était, nous pouvons passer toute une vie en disant, oui, tu sais, j'ai rêvé que j'étais une femme, et t'es pas une femme. Et du coup, ça, bon, d'accord. Mais c'est énorme. Je veux dire, là, j'étudie, j'ai la lampe allumée, et du coup, me voilà, je suis une femme. J'étudie, je suis Eduardo, j'étudie sur... Bon, je m'endors, et je sais pas, je m'endors, et c'est comme ça qu'on rêve, non? Et sans mémoire de rien, me voilà dans un rêve, et je suis un chat. Et puis j'ai dit, tu sais, j'étais un chat. Mais tu as vécu ça. Tu as dit, je suis un chat. Donc c'est pourquoi vous dites, vous avez une expression typique française, c'est laquelle là? Qui a fait à ça. Je rêve. Pourquoi vous dites je rêve? Ça n'existe pas en italien. Je rêve. C'est que je vois quelque chose qui ne peut pas se passer en état d'éveil. Oui. C'est normal de dire je rêve. Pour moi en fait, après moi je parle français, c'est normal. Mais pour moi c'est logique de dire je rêve parce qu'on rêve tout simplement. Mais non, il parle quand il dit l'expression, imagine tu vois quelque chose qui te choque, tu dis non mais je rêve. Tu vois, c'est l'expression. Ah, c'est l'expression, d'accord. Oui, mais tu me persécutes avec... c'est logique, c'est banal, c'est normal. Mais voilà. Oui, alors, est-ce que tu veux développer un peu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans tout ça, je rêve. On peut dire que c'est pas quelque chose qu'on aurait habituellement vu personnellement nous dans la réalité. C'est quelque chose que pour nous qui est impossible. Donc oui, et donc il doit en principe te réveiller, non? Te réveiller, dire non, là ça peut pas être vrai. Alors nous en venons maintenant au chapitre que nous étions censés connaître pour aujourd'hui. Donc le fait que tout le monde est d'accord. Moi je vous propose par exemple une circonstance. Dans le rêve, vous dites, tu sais, j'ai rêvé que il y avait, c'était un cheval et du coup on l'a décapité quoi. Et voilà, il avait 2 têtes. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Qui a dit c'est horrible? Voilà, Élise. Alors, je te propose ça. C'est quoi ça? Une télécommande. Là, c'est une télé. Nous sommes dans la société du spectacle. BMF Télé. Ah, tu vois, là, ça décapite un prof, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait sur Netflix? Non, mais je rêve, quoi. Non, mais t'as zappé d'un homme décapité à Netflix. On vit comme ça? Non, vous êtes d'accord, on vit comme ça. Alors, tout le monde, j'insiste, mais tout le monde est d'accord. Ça, c'est un rêve collectif. On ne peut pas passer du génocide des enfants au Yémen, et puis, non, d'accord, je vais voir ça s'appelle comment, les émissions françaises, je ne les connais pas, moi, je ne vois pas les télé. Mais vous voyez, pour vendre, c'est quoi? C'est un rêve. C'est un rêve de passer d'un génocide hallucinant à la pub de smartphone. C'est pas possible. C'est un rêve. De dire, non mais, on a décapité, non, je m'arrête, je fais silence, c'est pas possible, quoi. Il y a des millions d'enfants qui meurent, est-ce que vous savez ça? Qui meurent au Yémen. Est-ce que vous savez combien de morts au Yémen,
en Afrique, aux Philippines, etc. Non, vous ne savez pas. On nous parle que de Covid, avec, je ne sais pas, 0, je ne sais pas quoi de mort. Oui. Monsieur, des morts, il y en a tout le temps, on ne peut rien faire pour ça. À un moment, on les accepte. Ah oui? Non. On les accepte? Quoi? Non, écoute, je répète, on accepte les morts. Là, vous voyez, on est dans un délire. Non, écoute, on accepte les morts. On est ici, à une distance doublée. Je ne peux pas te toucher, car sinon tu risques de mourir. Et on accepte les morts, nous. Non, mais on n'accepte pas les morts. Ne me dis pas qu'on accepte les morts. On a organisé toute une société sous vitre, quoi, sur des vitraux, des aquariums, pour éviter de mourir. Mais on va mourir, je sais, mais on va un moment, on va pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a des gens qui meurent. On les protège. Oui, Elisa. Oui, mais l'homme, il est bien obligé de se divertir. Pardon, je n'ai pas compris. L'homme est bien obligé de se divertir, on ne peut pas lire qu'à travers des informations. Parce que dans ce cas-là, Alors, Elisa, on là, serait toujours triste, on a besoin d'être heureux dans la vie. absolument, je suis totalement d'accord. Mais grave d'accord. En effet, je n'ai pas du tout dit que tu n'as pas le droit d'être heureuse. Mais pas du tout. J'ai dit seulement qu'une société, donc pour condenser vos positions par rapport à la mienne, pour faire moins comprendre la mienne, une société qui est tellement choquée du fait qu'on peut, à l'occurrence, mourir, qu'on se tient à la distance, on ne se touche pas, etc., on se protège à ce niveau-là. Donc, qui est bien sensible à la mort. Donc, une société qui ne s'approprie pas la phrase « on doit mourir », c'est une phrase très philosophique. Très philosophique. Memento mori, je vous l'ai écrit, c'est la phrase des moines trappistes, donc memento signifie souviens-toi que tu dois mourir, memento mori, souviens-toi que tu dois mourir. C'est une phrase des moines trappistes, ils se rencontrent dans les monastères et se disent memento mori. Donc, je veux bien, je suis bien d'accord avec toi, Bastien, qu'on doit mourir. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec toi est que, en effet, on vit comme ça, non, on vit masqué pour ne pas mourir, donc on est très sensible. Et j'en viens donc à Élise. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouir. Ce que je dis est que, pour moi, ça me choque, qu'on zappe. Ça me choque. C'est-à-dire que tu passes de la vraie mort à la mort feinte, à la mort spectacle, Netflix, sans sourciller. C'est l'idée de la société du spectacle, c'est-à-dire que pour toi c'est un même spectacle. Là il y a le téléjournal et là il y a la... Est-ce que je peux vous répondre? Non, ça me plaît trop ces bras levés. Non, c'est très beau. Alors je passe, je interview. Hein. Non, ça, on va faire la une de... Alors je vous fais parler. Comme ça, on va recueillir votre avis. Là, c'est Sébastien, la parole. En fait, Élise, ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'en fait, il y a une certaine distance entre ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit directement. Par exemple, à la télé, il peut se passer des choses, mais tant qu'on n'est pas sur le lieu même, on ne peut pas se rendre compte réellement de l'importance de l'événement. Je passe, merci, on y reviendra. Non, j'ai fait le caméraman, là. Non, c'était Élise. Après, je reviens, Yvonne. Bon, vas-y, Yvonne. Vas-y. Non, mais s'il y avait... Non, vas-y. Ok. Bah. Moi, je voulais répondre à Bastien. Ça dépend aussi comment on meurt. Je suis désolé. C'est vrai qu'il y a une différence. Et c'est vrai qu'il faut peut-être plus s'attarder sur le problème des enfants qui meurent au Yémen, plutôt que si, je sais pas, quelqu'un meurt de vieillesse, parce qu'on va tous mourir un jour. Hein. Excusez-moi pour ça. On va tous mourir un jour. Et c'est vrai que par contre, c'est important d'aller voir des endroits dans le monde, des gens qui meurent dans des conditions pas normales du tout. Hein. Au Yémen, là, avec les bombardements de l'Arabie Saoudite, ça c'est pas normal. Dire que mourir de mort naturelle, c'est pas que c'est normal, mais c'est que c'est naturel. Bon, très bien. Donc il est plus de mon côté, lui. Alors, Élise? Non, mais je pense juste que
La société actuelle, c'est plus celle qu'il y avait dans 20 ans. Et on n'a plus l'humanité, il n'y a plus cette notion d'humanité. On vit, mais on voit tout le monde mourir autour de nous. Donc on se dit, en soi, on n'a plus cette notion de la mort comme si c'était horrible. Maintenant, la mort, limite, c'est un peu de basique en fait. Tom, il a secoué la tête, il a hoché la tête. C'est pas quelque chose de normal, mais je sais pas, on a un proche à nous qui meurt, on va pas faire la fête. Là, c'était... Jules devait dire une chose. Non. Élise? Non, mais c'est pas qu'il faut faire la fête. C'est pas du tout ça, dans un précis. Moi-même, j'ai perdu un proche, je suis pas là à dire c'est le plus beau jour de ma vie. Je dis juste qu'on passe à autre chose à un moment donné, même si c'est dur. On se dit la mort, elle est pour tout le monde et partout. Donc en soi. D'accord. Yvan? Moi je suis d'accord avec Élise dans le sens où dans tous les cas on va tous mourir. Moi ça se trouve demain je vais me faire rouler dessus par une voiture. Non mais non. Non mais c'est une éventualité. Non mais non. Il me faut un Yvon devant moi. On sait jamais. Mais ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment on est obligé de vivre en sachant qu'on va mourir un jour. Et donc on s'y fait. Hein. Moi je sais que je vais crever un jour mais bon. Et moi c'est tout. D'accord, On crève je quoi. sais que ça va arriver et puis merde. Je vis bien avec. D'autres avis? Alors, ah oui, Jules. Je pense quand même qu'il vaut mieux vivre avec la mort plutôt que essayer justement de l'éviter. Parce que comme on sait qu'on va tous mourir, on profite de la vie. Ok. Alors donc, oui, Bastien? Je reviens juste sur ce qu'a dit Yvon, sur le fait qu'il accepte la mort. Après, il dit ça parce qu'on est jeune et qu'on voit pas, enfin c'est dans longtemps. Mais c'est environ vers la cinquantaine qu'on voit de plus en plus de gens se reconvertir vers leur religion et pour accepter une espèce je sais pas, d'acceptation. Ça a été comme ça partout dans le monde. Avant qu'il y ait les journaux, etc., avant que le christianisme et tout, on cherchait une religion, quelque chose au-dessus de nous pour accepter la mort. Bah oui. Non mais moi je suis d'accord avec lui, on va pas se mentir, c'est exact. Tu vois, t'as répété exactement ce que j'ai dit. On accepte tous d'une certaine manière la mort. Alors il y en a, ça va être la religion, il y en a d'autres, ils vont profiter de la vie en attendant. On accepte tous la mort d'une façon ou d'une autre. Et là, tu reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Alors moi, bon, je suis ravi, vraiment je suis ravi. Alors je vais faire donc une petite synthèse. Hein. Et puisque en tout cas, c'est très... il faut éviter une chose que est évoquée par ce que vient de dire Yvon. C'est-à-dire que lorsqu'on discute, à bras... On dit comment? À bras quoi? Comment on dit? À bras ouverts. À bras ouverts? On dit comme ça? Oui, non, pour dire, on discute quoi, on parle. Ok? Il se passe que sans que nous rendions compte... Non, c'est pour... Lorsqu'on dit sa méthode, quoi. Tout simplement, chacun dit ce qu'il dit. Fin. Il y a un risque. Et c'est le risque grave pour faire un débat qui soit réellement utile, par exemple, pour une dissertation. Pourquoi? Car une dissertation oppose des thèses et des antithèses, des points de vue qui s'opposent. Tandis que lorsque on discute comme ça, il peut se passer qu'en effet, quelqu'un dise « Bon, tu vois, on est d'accord. » Et alors, on discute de quoi? Donc, c'est bien et nécessaire de poser des thèses, d'accord? De dire des choses qui restent distinctes pour pouvoir, sinon les débats n'ont aucune utilité, pour pouvoir de chacune d'elles, tu dois arrêter ce smartphone. Tu arrêtes. Bon. Et parce que une fois posée une thèse, on peut donner les raisons de cette thèse. Si insensiblement elle transmute, elle se transforme, puisque nécessairement on se croise dans nos opinions, donc on trouve des points communs, etc. Et finalement, tu vois, on était d'accord. Non, justement, philo signifie qu'on met du bois au feu
on allume la pensée, mais puis il faut arrêter des positions, pas nécessairement les positions d'un tel ou d'une telle, car très souvent on est d'accord sur ce point, pas d'accord sur l'autre. Donc ça se mêle, les personnes. Mais les positions, ça ne doit pas se mêler, doit se distinguer. D'accord? Alors je vais faire une synthèse de ce qui a été dit. Alors là, on est d'accord sur ce point. Je veux dire, on l'a acquis, ce point. Moi-même, suis-je par là même toujours le même moi? C'est une autre petite formule. D'ailleurs, on y reviendra sur cette formule quand je vous parle de la méthode et de ce que j'ai appelé le chiasme. Ça, c'est un chiasme. D'accord? Donc, que la vie soit en rêve, c'est-à-dire qu'on passe d'un état d'une identité à l'autre sans signaler l'événement, ça, c'est l'acquis de la sagesse universelle. Donc, quand même, on a fait le bilan, le point sur ce qu'il fallait faire. Donc, j'en viens à quand même une synthèse pour voir qu'il y a des choses distinctes. On ne peut pas tout simplement dire oui, on est d'accord, et donc on ne s'en souvient même pas de ce qu'on a dit auparavant, de ce qu'on a dit avant, et puis on a dit après. Donc, moi je dirais qu'il y a une vérité qui nous fait tous converger, sur laquelle nous n'arrivons pas à ne pas être d'accord. Nous tous, et je vous dis, moi en premier, comme philosophe, nous sommes d'accord qu'un principe de sagesse irréductible, c'est qu'on meurt. Donc là, je pense que Yvon, Sébastien et Élise, vous l'avez tous dit, ça. Élise a dit, écoutez, on ne doit pas en faire un fromage. Ça, c'est notre expression française. Et c'est ma tutrice de l'éducation nationale qui me l'a prise. On ne va pas en faire un fromage, hein, on doit mourir. Donc finalement, le syllogisme fondateur de la philosophie est le fameux syllogisme « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel ». Donc la première chose que la philosophie a dit, à côté des moines, des prêtres, des hommes de sagesse, a été « L'homme est mortel ». D'accord? Nous mourrons. Et c'est pourquoi Platon a dit, le philosophe s'exerce. Il a dit de deux façons, à mourir et à être mort. En tout cas, le philosophe est caractérisé. Donc, c'est quoi le philosophe? C'est la sagesse, non? La sagesse, prenez note à côté, la définition de philosophie chez Socrate, maître de Platon, est que c'est une sagesse humaine. Ça s'appelle anthropine sophia. Ok? La philosophie est la sagesse de l'homme. Et la première sagesse de l'homme, que vous tous avez fournie, avez interprétée, incarnée, c'est, écoutez, en tout cas, on meurt, quoi. Donc ça reste vrai. Ok? Donc, comme cette thèse, c'est une thèse, l'homme meurt. Ça veut dire quoi une thèse? C'est pas tout simplement une vérité que tout le monde connaît, mais elle dit quelque chose. Elle dit quelque chose de l'homme. L'homme est cet être. Par exemple, en grec, j'arrive, Yvon, les Grecs appelaient l'homme, les Grecs en grec appelaient l'homme brotoi. Les hommes, avec un S, brotoi. C'est du russe. Non, c'est du grec. Les brotoi signifient les mortels. C'est-à-dire qu'il y a une coïncidence entre homme et mortel. Non pas car l'homme meurt comme les animaux, mais parce que l'homme est cet animal qui est complètement imprégné du fait qu'il le sait. L'animal, si la gazelle sent la présence du lion, au fond de soi, elle a peur et elle s'échappe. Mais le reste du temps, elle mange de l'herbe, elle ne pense pas, elle va mourir. Elle ne réfléchit pas, je vais mourir, je suis mortel. Tandis que nous le savons. Donc l'homme est cet être qui sait qu'il meurt. L'homme est mortel. Et vous l'avez dit et redit. Vous avez dit,
écoutez, quand même, en tout cas, on sait qu'on doit mourir, ok? Oui, bon. Bah, moi, je voulais revenir sur ce qu'il dit Platon. Il a complètement raison hein, quand il dit on s'exerce à mourir et à être mort, ça il a raison. Je pense par contre que c'est pas assez complet et que l'homme il s'exerce aussi à voir les autres mourir, sa famille, ses amis, il s'exerce aussi à ça. Absolument. Et ça, Platon il le dit pas. Il est en train de corriger. Alors, ça me fait trop. Yvon, non, mais j'adore. Alors, Yvon, va se taper, Non, je vais me taper. absolument, Ça va aller. une recherche de philosophie platonique, comme quoi il va nous démontrer que dans les 36 dialogues de Platon, il n'y a pas un mot sur le fait qu'on voit les autres mourir. Là, c'est trop fort. Hein. Alors, Yvon doit prouver. Yvon, attends, je l'écris. Yvon. Ça, Platon, ça, c'est ton système 1. Il faut que tu maîtrises ton système 1, car il te fait dire des choses. C'est trop fort, ça. Ça, Platon, tu écris ça dans une disserte, tu imagines. Eh bien, écoutez, là, ça, Platon ne le dit pas. Oui, bah c'est comme ça non plus. Ça, Platon, ne le dit pas. Ne le dit pas. Ne le dit pas. C'est quoi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas que grand-mère va mourir. Ça n'existe même pas en grec, le mot grand-mère va mourir, Platon ne le dit pas. Bon, en tout cas, voilà. Cette thèse, c'est-à-dire que l'homme est fait, constitué même de cette conscience qui va mourir, nous est connue. Nous est connue. Et donc ça, c'est une première thèse. On est tous d'accord. On ne va pas dire que c'est cela que nous met en désaccord. Ok? Donc, voilà. Or, d'autre part, justement, Yvan, à un bon moment, m'a donné raison. Et sur quoi? Sur le fait que, justement, ma thèse, donc, qui se différencie, donc, quelqu'un d'entre vous, nous allons prendre aussi, excusez-moi, une autre posture que vous avez prise, c'est que les phénomènes étant zappé de Yémen, mort vrai, génocide vrai, mort vrai. Vrai mort, génocide. Zappé de Yémen à Netflix. Vous savez, c'était World Zombie. Vous l'avez vu, le film avec Brad Pitt. Donc la guerre mondiale des zombies. Non, c'est une catastrophe inhumaine, etc. Bon, d'accord, Yémen, on va voir les zombies. Donc ma position est que zapper, d'accord, zapper. Donc j'affirme ma thèse. Zapper de les news sur le Yémen, bon, qu'est-ce qu'il y a sur l'autre chaîne, sans sourciller, vraiment, bon, d'accord, ça m'ennuie le Yémen, ça, j'affirme, c'est ma thèse, non, ça veut dire qu'on dort. Ça, c'est ma position, arrêtez. Et il me semblait qu'à un certain moment, ils vont aussi être d'accord qu'on va distinguer entre le fait, il a bien dit, le fait naturel, que des gens meurent quand ils sont vieilles, et un génocide d'enfants. Et zapper, sans sourciller d'une vraie catastrophe, à une catastrophe feinte qui nous passionne et nous payons même les billets, ça, pour moi, signifie, c'est l'une des évidences, parce que pour moi, pour les philosophes en général, que ce soit Bouddha, que ce soit les philosophes le plus athées qui soient, en tout cas ça,
signifie qu'on n'est pas vraiment, on ne capte pas vraiment une réalité réelle. Donc on est hypnotisé, quoi. On est quelque part endormi si on ne fait pas la différence. Voilà, c'était ma thèse. Alors, zappé de Yémen, c'est-à-dire donc à mort spectaculaire, celle-ci, je l'avais appelée justement, se fait sans sourciller, à l'occurrence un muet avec la télécommande, d'accord? Un muet. Ou, comme tu le dis, Elisa divertit, puisque tu as dit on a le droit de se divertir, donc un muet ou diverti. Ma position, et non, ça c'est la caverne ou la société du spectacle dont j'ai parlé auparavant. C'est-à-dire que ça fait la loi que Guy Debord poserait à la racine de ça est la même que Platon évoque à propos de la caverne, c'est-à-dire qu'on est endormi. Donc que, en effet, tout ceci, si ceci est spectaculaire, en effet, ça montre que tout ceci est spectaculaire, que tu ne fais pas la différence, que ça relève du spectacle, qu'on est endormi face au spectacle. On zappe d'une image de la caverne à l'autre. Ça, c'est le spectacle. Donc, moi, c'est cette position. Donc, vous avez spectacle, signifie Debord, Guy Debord, la société du spectacle que vous avez vu. Et ça, c'est la caverne de Platon, que vous avez d'ailleurs dans les textes. C'est votre texte 7, qu'on va vite affronter. Ok? Ça, c'est ma thèse. Donc, ce que je dirais, ça, c'est un travail discertant. C'est-à-dire, Élise, tu as évoqué, j'imagine, c'est un gros chagrin, la mort réelle d'un être cher, si j'ai bien compris. Oui, c'était ta grand-mère. Non, t'as dit pas ça? Non. J'ai mal compris? Oui. Personne n'a entendu qu'elle parlait de sa grand-mère? Non, elle n'a pas dit ça. Ouais. C'est vrai? Moi, j'ai vraiment entendu les oreilles. Je vais voir sur la caméra. Bon, en tout cas, j'avais entendu ça. Alors, ce que, étant donné que tu voulais, à mon avis, tu voulais dire ça. Tu voulais dire qu'on doit mourir. Ok? Donc, par exemple, vous avez... Donc, si j'ai bien compris, Bastien et aussi Laura ont fait du catéchisme. C'est ça? Oui. Qui connaît un peu de rituels? Ah bon, vous connaissez? C'est désormais très rare. Mais vous connaissez alors peut-être les mystères du rosaire, du chapelet. Vous connaissez ça? Vous arrivez là, à ce point-là de connaissance de catéchisme? Bon, vous connaissez, il y a les mystères. Non, alors je le dis d'une autre façon. Vous savez, il y a le Noël. Alors, j'en finis, juste pour vous dire, et après on reprend demain. Le Noël, c'est la joie. La joie, il est né. C'est la joie, et c'est le mystère joyeux. Puis, du coup, on le tue. On le crucifie. Et ça fait pleurer, c'est le mystère douloureux. Et puis, ça remonte, ça ressuscite, et c'est le mystère glorieux. Donc, la religion prend en compte ça. Le fait qu'il y a la mort, mais il y a la joie. Moi, je pense que tu pensais à ça. Bon, on va voir c'est la demain. Au revoir. Ça c'est de la part de Bercy, je voulais te mettre un projet. Très bien, merci. Monsieur? Oui, ce que vous m'avez demandé de faire, le jeudi demain, c'est ça? Ça fait quoi? C'est pour le tableau. La réponse totale 1, la réponse parlante 2. Ah, très bien. Comme ce que j'avais fait l'autre jour. On va de... Bon, absolument. Alors, là, voilà, on peut faire... Tu es d'accord, tu ne vas pas trouver l'évidence de philosophe platonicienne. Oui, bah. Donc tu vas le dire autrement. En fait, je vais le dire autrement, voilà. Et en fait, je vais reprendre ce que j'ai dit pour le dire de manière exacte. Bah, alors, demain, je fais ça. Ok. À demain. À demain. Merci. Au revoir. Alors, s'il vous plaît, demain, est-ce que vous pouvez m'apporter vos autorisations? Merci. Comme ça, je peux publier pour les autres.
Sinon, on ne peut pas. Oui. Ah, le texte. Ah, je suis ravi d'avoir tout ça. Très bien. Au revoir. Au revoir. C'est quoi Au revoir. À demain.